On va traverser la Méditerranée, on va faire un petit tour à Rome avec Marie-Ève Venturino, à qui je vais proposer donc de présenter la librairie Stendhal et particulièrement son rayon sciences humaines. Et puis là, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu, alors d'un côté de la politique d'animation, parce qu'il me semble que vous en menez beaucoup. Alors Mmh. évidemment, il y a des questions là aussi hein, pour les confrères. On essaie d'avoir des pratiques différentes, c'est évidemment pas reproductible, c'est sûrement différent d'avoir une politique d'animation quand on est à Rome ou quand on est beaucoup plus loin en Amérique du Sud. Mais voilà, c'est aussi intéressant de pouvoir en parler. Et puis de comment, voilà, comment cette librairie qui était historique a pu peut-être un peu changer d'angle et devenir un pôle central dans une grande ville aussi comme Rome, voilà, et entre autres à travers ces animations. Oui, alors merci. Alors la librairie Stendhal, elle s'est pas toujours appelée comme ça. Elle est née en 1948, donc c'est une vieille librairie, française, à l'étranger. Elle est née librairie religieuse sur idée de Jacques Maritain quand il est venu inaugurer le centre culturel à côté de la librairie en disant à côté d'un centre culturel, il doit y avoir une librairie. Donc la constitution de la librairie, elle est vieille, elle a été un peu compliquée. Il n'y a pas toujours eu une librairie française non plus à Rome hein, durant toutes ces années. Et moi, j'y suis depuis 17 ans et c'est la mienne depuis 7 ans. Donc, quand j'ai repris cette librairie, donc moi j'ai une formation en sciences humaines. J'ai fait l'université en philosophie. J'ai été formée par un libraire à Aix-en-Provence qui avait une très forte sensibilité aux sciences humaines et une sensibilité tout simplement aussi à une identité très forte et disons à des choix éditoriaux, on peut presque les qualifier de cette façon-là, dans la constitution de son catalogue. Donc j'ai été vraiment biberonnée à la vieille génération qui, de façon très subjective, proposait une offre et non pas simplement une réponse à la demande. Donc c'est une génération assez militante et j'en ai hérité et j'en suis assez heureuse. Donc j'ai été salariée dans cette librairie pendant 10 ans sans avoir vraiment la main sur le stock, sur le fond et sur la façon de faire fonctionner cette librairie. Et quand je l'ai reprise, j'ai vraiment joué cette carte-là, subjectivité absolue et voilà, j'ai décidé de mettre les sciences humaines au centre de la librairie. Donc moi aussi, en la restructurant, j'ai mis les sciences humaines quasi au cœur de la librairie, physiquement dans l'espace, en faisant les travaux. Et j'ai restructuré le fond de façon assez radicale. Donc voilà. Étant la seule à m'occuper des sciences humaines dans l'équipe, on est une toute petite équipe, je suis la seule à m'occuper des sciences humaines, mais malheureusement, je ne fais pas que ça. Et tout l'aspect logistique et gestion et compagnie me laisse peu de temps, ce qui fait que j'ai moi aussi travaillé de manière à autonomiser le public dans ce rayon sciences humaines qui est très important chez nous. Donc nous, on a plus de 20 000 références et plus d'un tiers représente les sciences humaines. Donc y a vraiment de quoi faire. Et moi aussi, j'ai travaillé par grandes sections et sous-sections, enfin donc c'est pas une question de hiérarchie, mais en balisant des thématiques très particulières, donc capitalisme, anticapitalisme, néolibéralisme, migration, pouvoir, mouvements sociaux, enfin il y a toute une déclinaison de sous-thématiques qui sont balisées de manière à ce que les gens puissent retrouver en regardant toute une étagère, tout un choix et comprendre le travail qu'il y a derrière dans cette construction de l'offre. Donc voilà, ce qui fait que bon, les sciences humaines, on sait tous que c'est pas un endroit de conseil. Les gens sont assez autonomes hein, quand même. Ils viennent pas pour être conseillés comme en littérature. Par contre, il est important de donner à lire nos choix et comment on a constitué, comment on a imbriqué les choix à la fois d'une section à l'autre. Il y a beaucoup de livres qui sont maintenant intersectionnels aussi, qui sont aux croisées de diverses disciplines. Mais il faut vraiment mettre en avant notre façon de travailler, d'avoir édifié un peu ces choix. Alors, la politique d'animation, elle va un peu en ce sens-là, c'est-à-dire que comment publiciser notre travail et les choix qu'on fait et notre positionnement politique. Alors, c'est très bien, il est présent dès le jour numéro 1 en librairie, sauf que il faut le faire savoir. Donc, en fait, assez rapidement, j'ai mis en place une politique d'animation qui n'existait pas à la librairie pour plusieurs raisons. La première raison, pour montrer ce qu'on fait, et rien de mieux que d'inviter des auteurs et occasion de mettre en avant un auteur, mais aussi un éditeur et aussi un catalogue et aussi une collection. Donc il y a tout ce travail qui est fait autour de la communication, mais en même temps
donner à voir ce qu'on travaille dans le fond et attirer des nouveaux publics aussi, pourquoi pas. Attirer du public spécialisé qui d'un coup, par des réseaux, un auteur fera la publicité auprès de son réseau sur le lieu, ou bien avec des institutions, ou bien avec des centres de recherche. Et tout ça, ça crée des circulations de public qui d'un coup découvrent la librairie, mais en effet le travail qui est réalisé. Donc les invitations d'auteurs, elles sont travaillées à la fois pour mettre en lumière le travail qu'on fait dans un secteur, mais aussi par rapport à une maison d'édition qu'on aime bien et créer des fidélités comme ça à travers des auteurs. Ouvrir à des Italiens, dans notre cas, des grands penseurs actuels de la scène intellectuelle française. Donc moi, je me soucie pas toujours de savoir s'ils ont été traduits, oui ou non. Moi, je vends pas de livres italiens. Mais par contre, c'est vrai qu'on a aussi plein de maisons d'édition qui viennent chez nous pour fureter, pour voir qu'est-ce qui est dans l'air du temps, etc. Il est intéressant de leur donner à voir à travers un prisme qui est le mien, à savoir entre deux cultures. En fait, on est à la bonne place pour montrer ce qui, des publications françaises, peut intéresser des Italiens, parce qu'on est en dialogue avec ce double public. Et donc, inviter des penseurs dans la production française et de les faire découvrir à des Italiens, c'est notre rôle. Mais à l'inverse aussi, quand il y a des auteurs français qui travaillent sur l'Italie, de les faire dialoguer aussi avec des Italiens, de faire découvrir aussi des très belles pensées et des points de vue originaux aussi décentrés aux Italiens qui sont développés par des Français. Donc on travaille un peu toutes ces thématiques-là et ces dialogues. Donc nous, de fait, on a une assez grosse politique d'animation. Il y a plusieurs logiques. Il y a les gens qui sont dans notre agenda. Je décide de les inviter, point. C'est mon choix parce que ça résonne avec ma façon de voir et de concevoir la librairie et nos rayons et nos choix politiques, hein, vraiment, parce qu'il est question de ça. Donc il y a ça, il y a évidemment au fur et à mesure ça fait maintenant 7 ans qu'on fait de la programmation, au fur et à mesure, il y a un effet de boule de neige, donc des auteurs sont contents, disent à leur maison d'édition, les maisons d'édition ensuite nous informent quand il y a des auteurs qui seront de passage à Rome, alors on est proche de la France, il y a des universités, il y a des colloques, donc il y a en effet pas mal d'occasions de circulation d'auteurs dont on bénéficie. Et puis, il y a aussi, en effet, des maisons d'édition italiennes, bien qu'on ne vende pas de livres italiens, qui aiment bien la librairie parce que, du coup, il y a une espèce d'effet de renom maintenant aussi parce qu'on est connu comme une librairie de sciences humaines et à même d'organiser des rencontres sciences humaines, des modérations intéressantes, etc., des dialogues intéressants. Et donc, du coup, on nous propose des venues d'auteurs de français aussi qui sont arrivés plutôt par des réseaux italiens. Il se trouve que maintenant, enfin, j'ai pas eu l'idée tout de suite de le faire, mais au bout de à peu près 2 ans, j'ai commencé à enregistrer les rencontres de la librairie, qui sont pas vraiment des podcasts, parce que ça serait un peu prétentieux de dire ça, parce que c'est pas vraiment éditorialisé, mais c'est des traces sonores quand même des rencontres qui ont eu lieu dans la librairie. Et actuellement, on en a 200 enregistrées. Elles sont pas toutes sur le site, malheureusement, parce qu'il y en a pas mal qui sont encore en montage, on traîne un peu. Mais disons que sur les 200 enregistrés, il y en a quand même la moitié qui sont des sciences humaines. Actuellement, les sciences humaines, c'est entre plus d'un tiers et moitié de notre programmation. En général, vu qu'on a maintenant travaillé un réseau assez important de publics sciences humaines, et les animations qui marchent le mieux sont celles de sciences humaines. Ce qui fait que, par exemple, je sais pas, par exemple, un des premiers auteurs sciences humaines qu'on a invité, en effet, pour nous placer politiquement sur la scène, c'était Christian Laval. Et actuellement, l'enregistrement de sa rencontre en librairie, bon, c'était il y a quelques années, hein, déjà maintenant, c'était il y a 4 ans. En 4 ans, il y a eu plus de 4000 écoutes seulement sur son podcast. Donc voilà, ça marche. Ça, c'est un exemple un peu particulier, mais enfin, en sciences humaines, on a quand même des très bons scores quand on voit les écoutes de nos archives sonores sur Internet. Donc voilà. Alors, ça ne se traduit pas en vente, hein, évidemment. Comme toutes les animations, on ne le fait pas pour les ventes, on le fait pour d'autres raisons. Mais je dois dire que toute cette politique-là a payé, dans le sens que maintenant, on est un vrai acteur légitime, d'une certaine façon, en sciences humaines ici, à Rome. Donc, y compris, par exemple, pour les institutions, bien souvent,
en fait, ils nous laissent présenter des livres, ou des chercheurs plutôt à la librairie, alors qu'avant, on me demandait de déménager et d'aller à d'autres endroits. Maintenant, à peu près tout le monde a compris et reconnu que le lieu symbolique de la défense des sciences humaines, c'est la librairie. Et ça, c'était une grosse bataille et une grande victoire. Effectivement, je reprendrai le terme, bataille. C'est un beau chantier, effectivement et c'est vrai que les animations et leur, «rentabilité» entre guillemets, c'est une Mmh. question qui concerne les librairies, Mmh. partout, je pense, mais, les questions de rayonnement, sont Mmh. importantes et elles se jouent aussi là et installer la librairie particulièrement en sciences humaines comme lieu de référence, c'est probablement un chantier et merci de nous Mmh. avoir, raconté, expliqué comment il a été mené. Juste quand Heu même une dernière précision. Donc les sciences humaines, c'est un tiers de notre stock, un tiers de nos références, donc c'est presque que des choses à l'unité, enfin à part quelques nouveautés, voilà, mais chez nous, les nouveautés sont, je pense un peu pour tous les gens qui travaillent les sciences humaines, les nouveautés sont travaillées comme le fond de demain. Mais par contre, alors c'est moins de ventes évidemment, c'est pas proportionnel, hein, c'est malheureusement pas un tiers de nos ventes, mais par contre c'est quand même 20% de notre chiffre d'affaires, donc c'est pas si mal. Malgré le fait qu'il y a beaucoup d'immobilisation, c'est quand même, un travail qui paye d'une certaine façon. Et avec, je dois dire aussi, une grosse crainte, au moment du covid, j'ai pas lâché prise sur la présence des sciences humaines dans notre librairie. J'ai pas du tout décimé, j'ai décimé la littérature, mais pas du tout les sciences humaines et ça a payé parce qu'en fait, on peut voir maintenant, un renouveau de la clientèle avec pas mal de jeunes, justement sur les questions féminisme, écologie politique, les questions, de genre, post-décolonisation et donc ça c'est une assez grande joie de voir que, il y a plein de jeunes qui reviennent. Alors c'est pareil, les comportements des clients changent. Il y a beaucoup plus de poches maintenant, on vend plus de poches que de grands formats. Mais en même temps, c'est pas si, évident que ça, hein, les grands formats résistent et donc voilà. C'est assez moi je dirais que c'est dur, mais c'est assez positif quand même. Mmh. Oui, on pourrait presque déceler, des notes d'espoir et d'optimisme, ce qui est une bonne chose. Oui, oui et ça bon, Annelise le disait au début, ce webinaire est une première étape dans un cycle long, j'imagine que ces questions-là de comment travailler, mais y compris là, on est dans une définition d'un champ et dans des échanges de pratiques, mais j'imagine que surtout pour vous au quotidien, des questions, d'immobilisation, de rotation et Mmh. cetera sont extrêmement importantes et mériteront, probablement d'être recreusées, mais sur un aspect vraiment plus, concret du Mmh. métier de tous les jours à l'avenir. Merci en tout cas